En août 1982, AEG Telefunken a déposé son bilan. Ce fut l'une des plus importantes faillites d'entreprise de l'histoire de l'Allemagne de l'Ouest, un effondrement financier qui a provoqué une onde de choc dans l'économie nationale. Le conglomérat étouffait sous une dette massive, menaçant des dizaines de milliers d'emplois et forçant le démantèlement d'un empire industriel national. Pour la division télévision de Hanovre, l'usine même qui avait physiquement conçu la norme de diffusion couleur européenne, cela signifiait la fin d'une véritable indépendance. Les ouvriers spécialisés de l'assemblage et le vaste réseau de techniciens de réparation locaux se sont soudainement retrouvés sur un terrain fracturé. Si vous entrez aujourd'hui chez un revendeur d'électronique, vous pouvez toujours acheter un téléviseur portant le nom Telefunken. Mais vous n'y trouverez pas d'ingénierie ouest-allemande. Vous trouverez un écran plat générique, assemblé aux confins de l'Europe, portant une marque sous licence. Le logo a survécu, mais l'infrastructure historique a disparu. Mais l'histoire réelle de Telefunken n'est pas seulement celle d'une liquidation d'entreprise. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsqu'une entreprise invente l'avenir de la télévision européenne, pour se rendre compte ensuite qu'elle n'a plus les moyens de le construire. Bienvenue dans European Television Brand Memories. Nous explorons les usines de télévision, les détaillants, les réseaux de réparation et les rituels de salon qui ont défini une ère de l'histoire de la diffusion. Aujourd'hui, nous enquêtons sur l'ascension, la percée et la transformation de Telefunken. Avant que le téléviseur ne devienne un écran jetable fixé au mur, c'était une pièce d'infrastructure domestique lourde. Et en Allemagne de l'Ouest, peu de noms portaient une histoire plus profonde de l'infrastructure électrique que Telefunken. L'entreprise est née en 1903 d'une coentreprise entre deux géants de l'industrie allemande, Siemens et AEG. Telefunken n'a pas été créée à l'origine pour vendre des biens de consommation. Elle a été formée pour conquérir le monde invisible des fréquences radio en construisant des émetteurs pour l'armée, le gouvernement et les réseaux de diffusion émergents. La confiance dans la marque ne s'est pas bâtie grâce à un marketing de consommation astucieux. Elle s'est construite parce que l'équipement Telefunken alimentait physiquement les tours de transmission qui envoyaient les signaux à travers le pays. Pendant le miracle économique de l'après-guerre, l'entreprise a apporté cette expertise de la diffusion directement dans les foyers. Les téléviseurs Telefunken en noir et blanc, logés dans de lourds coffrets en bois poli, trônèrent dans les salons ouest-allemands. C'étaient des investissements substantiels, traités comme des meubles permanents. Mais au début des années 1960, la division télévision grand public de Hanovre a été confrontée à un problème technique spécifique et hautement complexe concernant l'avenir du média. Les États-Unis étaient déjà passés à la diffusion télévisée en couleur en utilisant une norme appelée NTSC. Mais le système américain était notoirement instable. Les changements de phase du signal de diffusion sur de longues distances de transmission provoquaient des décalages de couleurs violents à l'écran. Les visages devenaient verts. Le ciel devenait violet. Les téléspectateurs américains passaient leurs soirées télévisées à ajuster constamment un cadran de teinte physique sur leurs meubles, simplement pour que la peau humaine paraisse naturelle. Les diffuseurs européens ont observé l'expérience américaine et ont refusé de l'adopter. Ils exigeaient un système stable, précis et ne nécessitant aucun réglage quotidien de la part du spectateur. Au sein des laboratoires Telefunken de Hanovre, un ingénieur nommé Walter Bruck a trouvé la solution. Il a réalisé que si le signal de diffusion inversait la phase de couleur sur chaque ligne alternée de l'image télévisée, toutes les erreurs de transmission s'annuleraient d'elles-mêmes. L'œil humain mélangerait naturellement les lignes corrigées. La couleur resterait parfaitement stable, quelle que soit la distance parcourue par le signal depuis la tour de transmission. Il a appelé cela le Phase Alternating Line, ou PAL. C'était un concept mathématique brillant. Telefunken a sécurisé les brevets, faisant ainsi du PAL la norme de diffusion pour l'Allemagne, de l'Ouest, le Royaume-Uni, l'Italie et des dizaines d'autres pays. Mais un concept de diffusion ne peut pas être simplement placé dans un salon. Pour capitaliser sur cette victoire monumentale, l'entreprise devait construire un objet de consommation capable de recevoir ce signal complexe et de le transformer en lumière. Ils avaient besoin d'un produit phare prouvant que l'ingénierie ouest-allemande était supérieure à la norme américaine. Les laboratoires avaient terminé leur travail. Désormais,
La charge incombait aux immenses lignes d'usines de Hanovre-Linden pour construire une machine en laquelle le public aurait confiance, qu'il désirerait et, surtout, qu'il accepterait de financer. Walter Bruch avait perfectionné le signal invisible. Mais le livrer dans le foyer nécessitait un réceptacle physique et l'usine n'avait pas encore révélé son coût structurel. En août 1967, lors de l'exposition internationale de la radio à Berlin-Ouest, le vice-chancelier Willy Brandt a appuyé sur un bouton rouge de cérémonie. Dans tout le pays, la diffusion télévisée est passée instantanément des tons gris de l'après-guerre à une couleur vive et hautement technique. La réponse physique au problème de la couleur est arrivée simultanément dans les vitrines des magasins. C'était le Telefunken Palcolor 798T. Ce n'était pas une pièce de technologie subtile. C'était un élément massif d'infrastructure domestique, dominant la pièce qu'il occupait. Le coffret était fabriqué en bois poli, conçu pour siéger en permanence aux côtés des buffets et bibliothèques allemands massifs. En son centre se trouvait un tube cathodique rectangulaire en verre de 25 pouces, courbé vers l'extérieur, avec un verre assez épais pour résister à l'immense pression du vide à l'intérieur. Mais la véritable percée était cachée derrière l'écran. Pour faire fonctionner le système de lignes alternées de Walter Bruch, le téléviseur nécessitait un composant que les appareils américains ne possédaient pas. Il avait besoin d'une ligne à retard en verre à ultrasons. Il s'agissait d'un bloc physique de verre spécial monté à l'intérieur du châssis. Le téléviseur prenait le signal électronique d'une ligne de l'image, le convertissait en une onde acoustique ultrasonore, le faisait rebondir à travers le bloc de verre pour le ralentir d'exactement 64 microsecondes, le convertissait à nouveau en électricité et le combinait avec la ligne suivante. C'était une prouesse d'ingénierie analogique stupéfiante, se produisant en continu, des millions de fois par seconde, de manière totalement silencieuse, pendant que les familles étaient assises sur leur canapé. Le consommateur n'avait pas besoin de comprendre la ligne à retard à ultrasons. Ce que le client voyait dans le magasin de télévision spécialisé, c'était une stabilité visuelle absolue. Alors que les téléviseurs noirs et blancs importés scintillaient, le Telefunken 708T affichait une mire avec des couleurs si vibrantes et si stables que les foules s'assemblaient sur le trottoir juste pour regarder à travers la vitrine. Ce niveau d'ingénierie entraînait une lourde pénalité financière. Lors du lancement du 708T, son prix était d'environ 2000 Deutschmark. En 1967, cela représentait plusieurs mois de salaire pour un travailleur ouest-allemand moyen. Ce n'était pas un achat impulsif, c'était un investissement en capital majeur pour le foyer. Les familles étudiaient d'épais catalogues de produits pendant des semaines et consultaient des détaillants locaux de confiance avant de s'engager. En raison de ce coût immense, le téléviseur était vendu avec un contrat implicite. Il devait durer. Le châssis interne du 708T était une véritable ville densément peuplée de tubes à vide, de premiers transistors, de lourdes bobines de cuivre et de transformateurs haute tension. Il générait une chaleur immense. Son entretien nécessitait un technicien hautement qualifié. Le détaillant local n'était pas seulement un point de vente, il était le fondement du réseau de réparation. Si un composant tombait en panne, un technicien se rendait à domicile, dévissait le panneau arrière en bois, consultait un schéma détaillé fourni par Telefunken et remplaçait la pièce spécifique par un original d'usine expédié de Hanovre. Le produit résolvait parfaitement le problème de la stabilité des couleurs, mais il créait une faiblesse structurelle cachée. En construisant un téléviseur autour d'une ingénierie domestique lourde, hautement complexe et réparable, Telefunken s'était enfermé dans un modèle de fabrication à coût exceptionnellement élevé. La marque paraissait plus forte que jamais au moment même où sa dépendance à une main-d'œuvre nationale coûteuse et à des réseaux de réparation spécialisés devenait permanente. Tout au long du début des années 1970, Telefunken n'était pas seulement un fabricant de téléviseurs, c'était un pilier central du miracle économique ouest-allemand. La division télévision grand public, ancrée par le vaste complexe industriel de Hanovre-Linden, fonctionnait à une capacité incessante et assourdissante. La demande pour la télévision couleur n'était plus limitée aux premiers adoptants fortunés. Elle devenait rapidement une nécessité culturelle nationale. Le principal catalyseur de cette explosion fut la diffusion du sport en direct. Lorsque l'Allemagne de l'Ouest a accueilli les Jeux Olympiques de Munich en 1972, puis la Coupe du Monde de la FIFA en 1974, des millions de foyers ont décidé que l'ère du visionnage monochrome était terminée. Ils voulaient
voir le vert éclatant de la pelouse de l'Olympia Stadium et les couleurs vibrantes des tenues nationales, exactement comme les caméras de diffusion les capturaient. Telefunken ne dominait pas ce paysage sans concurrence. Des rivaux nationaux acharnés comme Grundig, Saba et Nordmend se disputaient férocement le marché ouest-allemand, chacun se targuant d'usines massives, de coffrets en bois haut de gamme et de réseaux de vente fidèles. Mais Telefunken bénéficiait d'un prestige unique et intouchable, parce que le laboratoire de Walter Brück avait inventé le système PAL entre leurs murs. Acheter un téléviseur Telefunken donnait l'impression d'acheter le code source original de la diffusion couleur européenne. La marque était une promesse physique que la transmission et la réception parlaient exactement la même langue maternelle. Au milieu des années 1970, le conglomérat parent ARJ Telefunken était un titan industriel européen tentaculaire, employant plus de 100 000 personnes. Il construisait des locomotives électriques, des centrales électriques municipales et des systèmes de radars militaires. Mais le téléviseur restait le symbole le plus visible et le plus intime de la puissance d'ingénierie de l'entreprise, plaçant la capacité industrielle de la firme directement dans l'espace domestique. Dans le salon, un poste couleur Telefunken était traité avec un profond respect. Il dictait la disposition des canapés et des fauteuils. C'était un meuble lourd et dominant, souvent fini en plaçage de noyer foncé ou de teck, conçu pour s'accorder avec l'ébénisterie allemande traditionnelle. L'interaction physique avec la machine était délibérée et profondément sensorielle. Allumer un téléviseur Telefunken haut de gamme en 1974 n'était pas un événement numérique silencieux et instantané. Lorsque le spectateur enfonçait l'interrupteur mécanique, celui-ci s'enclenchait avec un bruit sourd métallique lourd et satisfaisant. Venait ensuite une pause momentanée. Un bourdonnement électrique grave et montant émergeait du transformateur THT haute tension à l'intérieur du meuble. La surface du tube cathodique en verre épais crépitait d'électricité statique, attirant la poussière de l'air. Enfin, le lourd tube cathodique chauffait et l'image s'épanouissait vers l'extérieur depuis le centre du verre sombre, se figeant instantanément dans cette couleur parfaite et stable qui avait été conçue une décennie plus tôt. Ce rituel domestique quotidien était soutenu par une armée invisible et hautement qualifiée. Les téléviseurs Telefunken étaient distribués via un vaste réseau de détaillants spécialisés indépendants. Ces revendeurs locaux ne se contentaient pas d'empiler des cartons dans une salle d'exposition. C'étaient des experts certifiés, intimement familiers avec la géographie interne complexe du châssis. Lorsqu'un client achetait un Telefunken, il achetait également un contrat de service localisé. Si le téléviseur perdait la synchronisation verticale ou si un canal de couleur disparaissait, un technicien de la boutique du quartier arrivait à la maison. Il dévissait avec soin le panneau arrière en bois, exposant les tubes à vide rougeoyants et les bobines de cuivre densément emballées. À l'intérieur du meuble, rangé dans une enveloppe en papier, se trouvait un grand schéma d'usine plié, une carte de la machine fournie par Hanovre spécifiquement pour le réparateur local. Le technicien diagnostiquait la panne, sortait un module de remplacement Telefunken d'origine de sa mallette à outils en cuir et réparait le téléviseur sur le champ. Cette culture de l'établi de réparation localisée était le véritable fondement de la réputation de la marque. Si ce système localisé s'effondrait, cela signifierait bien plus que la fermeture d'une seule entreprise. Si Telefunken perdait son indépendance de fabrication, l'Allemagne de l'Ouest perdrait non seulement un logo reconnaissable, mais l'appareil d'ingénierie même qui définissait les normes de diffusion européennes. À son apogée, Telefunken contrôlait les brevets, la main-d'œuvre spécialisée et la confiance des détaillants. C'était un écosystème industriel de bout en bout qui semblait totalement impénétrable. Les téléviseurs étaient lourds, chers et incroyablement complexes, mais ils reflétaient parfaitement la philosophie nationale selon laquelle l'électronique grand public devait être construite, entretenue et réparée comme une infrastructure permanente. Cependant, cette échelle massive cachait une vulnérabilité structurelle. Toute l'opération de télévision reposait sur une main-d'œuvre syndiquée hautement rémunérée, des composants nationaux coûteux et la volonté inébranlable du consommateur de payer un prix élevé. La marque semblait inattaquable dans le salon,
Mais les fondations domestiques, à coût élevé sur lesquelles elles reposaient, étaient sur le point de se fissurer. Les premiers signes avant-coureurs ne sont pas apparus sur les chaînes de montage de Hanovre. Ils sont apparus discrètement dans les vitrines des détaillants de téléviseurs indépendants d'Allemagne de l'Ouest à la fin des années 1970. Les revendeurs commençaient à libérer de l'espace sur les étagères pour un type de machine différent. Les fabricants japonais, menés par Sony et National Panasonic, étaient entrés sur le marché européen. Au départ, ils proposaient des écrans de plus petite taille que les cadres allemands considéraient avec dédain comme des téléviseurs de chambre secondaire. Mais ces appareils importés apportaient une philosophie de fabrication fondamentalement différente dans l'environnement local de la vente au détail. Le système allemand, perfectionné par Telefunken, reposait sur des conceptions de châssis lourdes et modulaires. Ils étaient construits pour être réparés lorsqu'ils finiraient par générer trop de chaleur et tomber en panne. Le système japonais reposait sur une intégration électronique élevée, un assemblage automatisé et une fiabilité extrême dès la sortie de l'emballage. Les téléviseurs importés étaient physiquement plus légers. Ils utilisaient moins de composants discrets. Ils nécessitaient nettement moins de dissipation de chaleur. Plus important encore, ils nécessitaient beaucoup moins d'entretien. Les détaillants locaux ont rapidement remarqué que les appareils japonais revenaient rarement sur l'établi de réparation. Pour le consommateur, la compression des prix était indéniable. Les téléviseurs importés offraient une image excellente et stable à un prix nettement inférieur à celui des modèles nationaux haut de gamme. Telefunken ne pouvait pas simplement copier ce modèle automatisé et hautement intégré pour réduire ses coûts. La division télévision était rigidement liée à son infrastructure d'usine historique et massive à Hanovre-Linden. Elle était liée par des chaînes d'approvisionnement nationales en composants coûteux. Et plus grave encore, elle était liée par la détérioration financière de sa société mère. À la fin des années 1970, le conglomérat AEG Telefunken se noyait sous les dettes. La société mère s'était étendue de manière imprudente dans l'énergie nucléaire, les transports et l'équipement de bureaux, gérant très mal ses réserves de trésorerie. Le secteur de la télévision grand public, autrefois moteur fiable de prestige et de profit, se trouvait soudainement forcé de mener une guerre des prix féroce qu'il était structurellement incapable de gagner. Les marges se sont effondrées. Le prix premium d'un téléviseur Telefunken national ne suffisait plus à couvrir les frais administratifs abyssaux du conglomérat par an. En août 1982, l'inévitable se produisit. AEG a déposé son bilan. Ce fut l'une des faillites d'entreprises les plus traumatisantes de l'histoire de l'après-guerre en Allemagne de l'Ouest. Le gouvernement fédéral est intervenu avec des garanties de prêt pour empêcher la liquidation totale du conglomérat et sauver des dizaines de milliers d'emplois. Mais la division d'électronique grand public, ce laboratoire même qui avait créé la norme PAL, devait être séparée et vendue pour survivre. En 1984, le groupe d'électronique public français Thomson a acquis Telefunken. Ce fut le point de rupture critique. Telefunken n'était plus une firme d'ingénierie allemande indépendante et verticalement intégrée. Thomson construisait un réseau de fabrication pan-européen massif, absorbant systématiquement des marques nationales historiques, comme Saba et Nordmend, pour réaliser des économies d'échelle. Pendant un certain temps, sous Thomson, les téléviseurs physiques sont restés excellents. La société mère française a investi massivement dans la conception de châssis modernes et dans des installations de production massive de tubes cathodiques. Mais l'identité profonde du produit avait irrévocablement changé. Le logo sur le meuble indiquait toujours Telefunken. À l'intérieur, cependant, le châssis électronique était une conception commune du groupe Thomson. Il était souvent identique au circuit imprimé utilisé dans les téléviseurs français et italiens à travers le conglomérat. La culture d'ingénierie locale ouest-allemande, qui avait donné naissance au Palcolor 708T, s'était diluée dans une stratégie multinationale. L'usine massive de Hanovre continuait de fonctionner, mais elle avait perdu son autonomie absolue en matière d'ingénierie. Elle n'était plus la source unique de l'innovation Telefunken. Elle n'était qu'un nœud de fabrication parmi d'autres dans la chaîne d'approvisionnement européenne de Thomson. À mesure que les années 1990 progressaient, l'environnement de vente entourant le téléviseur s'est complètement transformé. Le détaillant de télévision indépendant et spécialisé, fondement de la confiance nationale envers Telefunken, a été systématiquement poussé à la faillite.
De grandes enseignes d'électronique ont pris le contrôle du paysage européen de la vente au détail. Dans ces immenses entrepôts, les téléviseurs n'étaient pas traités comme une infrastructure domestique permanente. Ils étaient empilés du sol au plafond. Le consommateur moderne ne demandait plus au personnel de vente l'histoire de la ligne à retard ou l'origine du système PAL. Il comparait les prix promotionnels et les tailles d'écran. Simultanément, la culture de la réparation locale s'est effondrée. Le châssis complexe et réparable a été remplacé par des cartes numériques hautement intégrées. Le technicien de quartier qui ouvrait autrefois le panneau arrière pour remplacer un simple condensateur recevait désormais l'ordre de changer une carte mère entière. Finalement, remplacer un module défectueux coûtait plus cher que d'acheter un téléviseur importé flambant neuf. Le téléviseur devenait un écran jetable. Vint ensuite le déplacement technologique final et fatal. Au début des années 2000, le lourd tube cathodique en verre a été rapidement remplacé par des écrans à cristaux liquides, LCD plats. Le tube cathodique occupait beaucoup de place dans la pièce et nécessitait des efforts physiques pour être déplacé. Le LCD pouvait être porté par une seule personne, installé dans un espace de vente plus restreint et fixé au mur. Thomson, malgré ses investissements massifs dans les tubes cathodiques traditionnels, n'a pas pu négocier cette transition violente. Les fabricants d'électronique asiatiques contrôlaient totalement la chaîne d'approvisionnement des composants d'écran plat. L'usine européenne traditionnelle n'était pas équipée pour construire cette nouvelle réalité physique. Produire des téléviseurs plats compétitifs en Europe occidentale, avec une main-d'œuvre locale, est devenu une impossibilité économique. Thomson a fermé ses dernières usines de télévision historiques. La société mère a fini par se rebaptiser Technicolor et s'est retirée complètement de la fabrication de téléviseurs grand public. La marque historique Telefunken était désormais un actif corporatif délaissé. Elle a été entièrement séparée de l'acte physique de fabrication. En 2006, la marque a été concédée sous licence à des fabricants extérieurs, finissant par atterrir chez Vestel, le gigantesque fournisseur OEM turc. Les derniers appareils ont quitté les chaînes de montage nationales. Les tubes en verre épais ont cessé de luire. Les manuels de réparation spécialisés ont été jetés. Les techniciens locaux ont pris leur retraite. Les portes des usines se sont fermées. Le logo familier est resté, mais le système industriel qui l'animait a complètement disparu. Aujourd'hui, l'entité corporative qui a inventé la norme européenne de télévision en couleur n'existe plus. Le conglomérat AEG Telefunken, qui employait autrefois plus de 100 000 travailleurs à travers l'Allemagne de l'Ouest, a été systématiquement démantelé, vendu et finalement dissous. La division d'électronique grand public, après avoir été totalement absorbée par Thomson, a perdu toute capacité de fabrication de matériel lorsque la société mère française est devenue Technicolor et a quitté définitivement le marché de la télévision. L'infrastructure nationale historique a suivi exactement le même chemin. Le vaste complexe industriel de Hanovre-Linden, où le système PAL de Walter Brück a été transformé d'un concept de laboratoire en millions de téléviseurs au coffret de bois, est finalement devenu totalement silencieux. Les lourdes chaînes de montage ont été démantelées. De larges sections du site industriel historique ont été réaffectées à un parc d'activités modernes. L'écosystème local de fournisseurs de pièces nationaux, d'ouvriers syndiqués et de techniciens de réparation régionaux spécialisés s'est évaporé. Cependant, le nom de la marque a survécu à l'effondrement de son créateur. Si vous entrez aujourd'hui dans une grande surface d'électronique en Europe, vous verrez toujours le logo Telefunken affiché en évidence sur les étagères. Mais le produit moderne n'a absolument aucun lien structurel, technique ou de fabrication avec l'entreprise fondée en 1903. La marque est aujourd'hui un actif corporatif sous licence hautement rentable. Elle est appliquée à des écrans génériques et légers à cristaux liquides et OLED, principalement fabriqués par Vestel, dans des usines massives et hautement automatisées à Manisa, en Turquie. Le téléviseur actuel est abordable, incroyablement fin, et fonctionne sur une plateforme logicielle Smart TV Standard. Il satisfait parfaitement les demandes sans frontières et axé sur les coûts du marché de la consommation moderne. Lorsqu'un composant tombe en panne, le téléviseur entier est généralement jeté, car la réparation locale au niveau des composants n'est plus économiquement viable.
Mais le véritable héritage de Telefunken n'est pas l'autocollant sous licence qui subsiste sur le cadre en plastique d'un écran plat importé. Le véritable héritage est préservé par les historiens des technologies, les collectionneurs d'électronique vintage et les musées. Dans des institutions comme le Deutsche Technikmuseum à Berlin, le coffret en bois massif du Palcolor 708T occupe toujours une place physique importante, exposé non pas comme un simple appareil ménager, mais comme un pan vital de l'histoire de la diffusion. Partout en Europe, des forums de réparation de niche mais hautement dédiés restent intensément actifs. Des passionnés passent des mois à traquer des transformateurs haute tension d'origine, des bobines de cuivre spécifiques et des lignes à retard en verre à ultrasons survivantes, juste pour maintenir en vie sur leurs établis les châssis construits à Hanovre restants. Ce n'est pas de la nostalgie vide, c'est la reconnaissance délibérée d'une philosophie perdue du design industriel. C'est un profond respect pour une époque où un téléviseur n'était pas un écran jetable et irréparable. C'est un monument à une ère d'infrastructure domestique permanente. Le téléviseur Telefunken original était un accord physique entre une main-d'œuvre d'ingénierie nationale, un réseau de réparation locale hautement qualifié et un foyer prêt à faire un investissement financier massif dans la stabilité de la diffusion. La norme technique que Walter Bruch a inventée dans ce laboratoire de Hanovre a survécu à l'usine Telefunken pendant des décennies, restant le format de diffusion dominant jusqu'au passage au numérique. Le signal invisible s'est avéré permanent, même si le réceptacle construit pour le recevoir est devenu obsolète. L'écran plat moderne sous licence s'allume instantanément, parfaitement fin et totalement silencieux. Mais il ne peut pas reproduire le poids physique de cette histoire domestique. Il ne peut pas remplacer le souvenir d'un salon sombre en 1967, le déclic mécanique lourd du sélecteur de chaînes se mettant en place, le bourdonnement électrique grave et montant de l'alimentation qui chauffe, et le tube de verre épais et courbé passant lentement du noir absolu à une couleur brillante et parfaite. À bientôt dans la prochaine vidéo.